Donc, il va y avoir le prochain panel. Il m'avait été demandé de faire un petit point, mais ce sera juste une redite pour dire que oui, les médias sont un outil de visibilité, de notoriété, d'influence, quels que soient les médias, que ce soit des médias traditionnels ou les nouveaux médias. Sur l'idée que la femme se fait toujours petite dans le cadre du travail, c'est vrai que les femmes ont intériorisé, c'est peut-être un jeu social, hein, les femmes ont intériorisé une manière de faire, une manière d'être, de raser les murs de leur propre vie, de faire semblant de raser les murs de leur propre vie, alors qu'en réalité ce sont des lionnes, on le sait toutes et tous, et que ces choses, ce n'est pas manichéen, ce n'est pas le monde des méchants hommes en face des gentilles femmes. Il y a en effet des méchants et des gentils, mais dans chaque camp, il y a autant d'hommes que de femmes. Donc je pense que ça reste important de garder cette appréhension du monde au sein duquel nous vivons pour ne pas tomber sans faire exprès dans des stéréotypes. Et puis maintenant, on va rentrer dans la question donc, du leadership, média projecteur et miroir du leadership féminin. Je voudrais donc appeler ici la modératrice, Madame Christine Holzbauer, Gay, journaliste spécialiste de l'Afrique et correspondante de Financial Afrique en France. Madame Sophie Lagrifolle, consultante éditoriale, présidente de Naga Aurea, autrice. Madame Isis Anambengue, présidente de Business Femmes Actives, CEO de Nataltech, directrice de Alley consultante et conférencière. Madame Cathy Defoe, DG Cabinet Zéro Défaut, experte mindset et leadership, conférencière internationale et consultante en relations internationales. Et Madame Julienne Morisseau, est-elle là? Oui, elle est là. Madame Julienne Morisseau, représentante régionale Europe du Sud et Afrique du Zonta International Club, service mondial américain et vice-présidente réseau talent de l'outre-mer. Alors, la modératrice, c'est Madame Holzbauer. Ma petite, pas note de cadrage, mais juste sur la question du leadership. Le leadership féminin, puisque c'est ce qui va nous être présenté, le leadership souvent est masculin, majoritairement masculin, et quand les femmes rentrent dans la question du leadership, elles se masculinisent, c'est-à-dire qu'elles rentrent dans cette, entre guillemets, discipline et s'approprient aussi les codes, mais aussi et malheureusement les travers des hommes, de telle sorte qu'on puisse se retrouver à ce qu'on dit souvent, que je décris, à savoir les femmes n'aiment pas les femmes. Oui, parce que quelquefois, les femmes ont intériorisé que un leader, d'ailleurs on dit un leader, on est obligé de dire femme leader parce que leader veut dire homme, un leader, donc une femme leader se dit que pour qu'elle soit véritablement considérée comme leader efficace, il faut qu'elle soit tout ce que sont les leaders, c'est-à-dire agressive dans la négociation, dans l'attitude, dans l'apparence, ça va jusqu'au bout. Et quand les femmes s'appliquent, elles vont loin, 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 et parfois, malheureusement, dépassent l'original. Et c'est peut-être de cela qu'on va parler. Vous avez la parole, donc une petite heure, plus les questions qui sont nombreuses et qui sont justifiées parce que c'est très intéressant. Je vous laisse gérer. Merci. Oui, bonjour à tous. Et je suis déjà très charmée par tout ce que j'ai entendu. D'autant plus que docteur Paul Cananora, qui est très facétieux, m'a mise à ce panel où il n'y a pas une seule journaliste, alors que moi, je ne suis que journaliste. J'aurais normalement dû être dans l'autre panel, mais je pense qu'il avait une raison cachée pour cela, qui est que, puisque ce panel doit faire miroir, je serai un peu en miroir avec chacune de ces dames qui toutes ont une entreprise, elles vont nous expliquer ce qu'elles font, ont créé dans la société civile des choses extrêmement concrètes, ce que moi, je n'ai pas fait puisque je ne suis que journaliste, c'est-à-dire que je tends mon micro et j'essaye autant que faire se peut de mettre en avant les femmes, et notamment les femmes africaines, puisque c'est devenu ma spécialisation depuis que je me suis installée en Afrique en 2001. Voilà. Donc, ma légitimité ici aujourd'hui, c'est que j'ai aussi, en plus d'être correspondante de Financial Afrique, qui est un très beau groupe de presse donc sénégalais, spécialisé dans les questions économiques et financières, vraiment un très beau groupe de presse, très sérieux. C'est aussi que j'ai une émission de télévision qui s'appelle Mon Heure d'Afrique, que j'ai créée, et qui donc essaye justement de changer le narratif de l'Afrique sur l'Afrique, non pas de la France sur l'Afrique,
mais de l'Afrique sur l'Afrique, en mettant en avant notamment des journalistes. Et je vais juste me permettre, avant de laisser la parole aux panélistes, de faire 2 petites remarques par rapport à ce qui a été dit auparavant. D'une part, Madame Seydi, bravo, on fait de belles choses au Sénégal, dans Gadef, pays d'où je viens, puisque je suis Madame Gueye, donc par mariage je suis sénégalaise. Notamment, pour moi, une petite contribution, une petite proposition que j'aimerais faire donc à ce forum, c'est que le Sénégal peut s'honorer d'avoir une école de journalisme qui s'appelle le CESTI, qui a très très bonne réputation dans toute la sous-région, puisqu'on vient de toute l'Afrique se former au CESTI. Quand on sort et qu'on est diplômé du CESTI, on est un vrai journaliste, qu'on soit un homme ou une femme, ça n'a plus d'importance. Et sur les quelques 1400 journalistes diplômés que le CESTI a formés en 20 ans, la moitié venait pas du Sénégal, du reste de la sous-région. C'est rien. 1300, 1400 journalistes en 20 ans, c'est rien. Il faudrait des CESTI dans chaque pays africain. Et là, la question de savoir si les femmes peuvent être journalistes ou pas, hormis les questions culturelles, et j'interpellerai une des panélistes tout à l'heure là-dessus, parce qu'évidemment, il y a des pesanteurs culturelles, évidemment. Quand on est une femme peule, eh bien, on ne regarde pas les hommes dans les yeux, on regarde ses chaussures. Mais c'est en train de changer. Voilà, ces pesanteurs culturelles, il faut en tenir compte aussi. La deuxième remarque que je voulais faire également, ma 3e émission, qui était consacrée aux femmes puissantes d'Afrique, j'avais une Ivoirienne parmi mes invités, Euphrasie Kouassi Yao, qui a créé quelque chose d'extraordinaire, qui est donc le compendium des compétences féminines. C'est-à-dire que pendant 10 ans, le compendium des compétences féminines, sur argent ivoirien exclusivement, pas un sou de l'AFD, a permis à des femmes d'apprendre à parler en public, de créer un business plan, bref, de pouvoir exister en tant que telles et d'oser. Ça, c'est aussi des expériences qu'il faudrait répercuter dans les 54 États africains, des compendiums. D'ailleurs, le compendium ivoirien est en train de faire école dans les autres pays qui demandent de venir expliquer comment on fait. Et ma deuxième invitée dans cette émission s'appelle donc Hafsat Abiola. Hafsat Abiola est aujourd'hui présidente de Women in Africa. Et elle est la fille du premier président nigérian qui donc n'a pas pu occuper ses fonctions puisqu'il avait été arrêté par les militaires au Nigeria. Donc le tout premier président du Nigeria élu. Et Hafsat Abiola me disait donc dans cette émission, que je vous invite à aller voir puisque c'est sur YouTube, Mon Heure d'Afrique, vous pouvez y accéder librement, me disait que elle n'était pas une femme puissante, alors que je l'avais invitée à ce titre pour parler de qu'est-ce que ça veut dire être une femme puissante en Afrique, prendre le contre-pied de cette vision que l'on a trop souvent des femmes africaines, victimes, etc. Et elle me disait, vous pensez que je suis puissante? Vous devriez entendre ma grand-mère. Au Nigeria, comme vous le savez, il y a beaucoup de femmes nigérianes milliardaires, et pas dans la dentelle, pas dans l'agroalimentaire, sur les pétroles, dans le pétrole, sur les plateformes pétrolières, c'est là où elles font leur argent. Si vous pensez que je suis puissante, me disait-elle, demandez à ma grand-mère. De son temps, les femmes au Nigeria étaient vraiment puissantes. Voilà. Donc je m'en arrête là. J'ai assez pris de temps. Et donc, pour parler de ce panel, on a parlé beaucoup de médias, on a parlé beaucoup de sororité, on a parlé beaucoup de, du journalisme qui est mon métier, mais moi, j'ai des femmes entrepreneurs, enfin, qui ont toutes au moins créé une entreprise. Donc, nous allons commencer par la première, qui est à côté de moi, parce que je vais suivre l'ordre, je vais être disciplinée. Madame Sophie Lagrifolle, donc vous êtes notamment présidente de Naga OERA. Je ne connais pas votre entreprise, donc je vais entendre avec beaucoup d'intérêt ce que vous avez à dire et par rapport au leadership, notamment des femmes africaines, et votre lien avec l'Afrique. Je voudrais que l'audience puisse donc mieux comprendre. Alors bonjour à toutes et à tous, même si vous n'êtes que quelques-uns aujourd'hui. Merci docteur pour cette invitation à m'exprimer. Merci Madame la Première Dame pour votre discours très inspirant, et qui, je l'espère, va être relayé sur TikTok parce qu'il mérite d'avoir une plus grande audience que les personnes rassemblées ici aujourd'hui. Moi, j'ai passé 10 ans de ma vie dans le monde de l'édition, donc à accompagner les auteurs et surtout les autrices à porter leur voix et à diffuser leur message. Donc, je suis quelqu'un qui utilise les mots au quotidien. Et aujourd'hui, pour partager ce que j'ai envie de vous apporter, je les ai utilisés et j'ai rédigé un texte que je vais vous lire.
Alors tout d'abord, je voudrais souligner que la problématique de ce panel s'appuie sur 2 termes très finement choisis. Je ne résiste donc pas à la tentation de m'attarder sur ceci, projecteur et miroir. Si on regarde la définition dans le dictionnaire Le Robert du terme projecteur, on apprend qu'il s'agit d'un appareil d'optique qui projette des rayons lumineux intenses en un faisceau parallèle. Mais on apprend aussi que c'est un appareil servant à projeter des images sur un écran. Dans le contexte qui nous réunit aujourd'hui, cette définition nous conduit donc à l'idée que les médias mettent en lumière le leadership féminin, mais viennent aussi projeter dessus des images préexistantes. Passons maintenant au terme miroir. Dans le miroir, il y a l'idée d'un reflet inversé, mais il y a aussi celle de la déformation. Pensez aux miroirs des fêtes foraines, les miroirs qui allongent, qui grossissent, qui amincissent. Avec ces 2 termes, on perçoit donc bien toute la problématique de l'ambivalence intrinsèque des médias. Par ailleurs, il nous faut admettre que les médias ne sont pas des outils neutres et dépourvus d'intention. Ils ne sont pas uniquement là pour informer ni pour partager une vision du monde, car les médias appartiennent à des entreprises mues par des impératifs économiques, de rentabilité et de croissance. Ainsi, ils doivent assurer leur propre pérennité et pour cela, ils sont contraints de proposer à leur cible une offre attractive, un produit qui va être consommé. Et d'ailleurs, au cours de ma carrière, j'ai pu constater l'impact du développement des médias sociaux sur un autre média, celui du livre. Là où auparavant, seule la qualité d'un texte prédominait pour déterminer de sa publication ou non, est apparue une nouvelle question, d'apparence un peu anodine, presque anecdotique, mais qui petit à petit a pris toute la place. Et l'autrice, elle a combien de followers? La sélection par la visibilité, par la popularité. On aboutit alors à un système où ne sont représentés ou diffusés que ceux qui sont déjà visibles. Or, cette visibilité est conditionnée par certains critères. Il faut s'inscrire dans un univers de référence, évoquer des concepts familiers. Il faut susciter la curiosité sans trop bousculer. Surtout, il faut un message simple, accessible et clair. On assiste donc à une injonction à la simplification de soi, visible dans plusieurs champs médiatiques. Dans les livres, il faut suivre un positionnement clair. Si une femme politique veut écrire un livre, il faudra que le style soit très sérieux, surtout pas faire de traits d'esprit ou d'humour. D'autant plus si on est une femme et qu'on doit vraiment convaincre de sa légitimité à porter un tel sujet. Par contre, si une influenceuse veut publier un ouvrage, là, il ne faudra pas trop de mots compliqués. Il faudra beaucoup de photos. Il ne faudra surtout pas aborder des sujets qui prêtent à polémique, pas de thématiques trop compliquées. Il faudra qu'elle soit uniquement ce qu'on attend d'elle. De la même façon, sur les réseaux sociaux, il faut définir clairement sa catégorie et l'afficher. Est-ce qu'on est dans le business, dans le lifestyle, dans la mode, dans le bien-être? Il ne faut pas en sortir, au risque de brouiller le message. Cela aboutit à un manque de nuances, de diversité. Il faudrait ne rentrer que dans une case, s'y cantonner et ne surtout pas évoluer ou vouloir en sortir. Et on le sent bien socialement que ça gêne quand une femme qui s'est illustrée dans un domaine précis développe des compétences dans un autre. Il y a comme un « reste à ta place », silencieux, qui se cache derrière des injonctions à la cohérence de contenu, la ligne éditoriale claire. Et on l'observe d'autant plus pour les femmes. Un homme qui se développe dans plusieurs domaines sera un homme accompli, qui excelle, un artiste protéiforme, un génie touche-à-tout. Une femme, quant à elle, sera dans la dispersion, l'indécision. Elle papillonnera sans rien faire de vraiment sérieux, pour s'occuper. Et j'ai pu l'expérimenter personnellement lorsque j'ai communiqué sur mon choix d'avoir une vie professionnelle multidimensionnelle. Être éditrice et écrire à la fois, gênant. Travailler dans l'édition et créer une marque dans les bijoux et les accessoires, confus. Faire les 3 de front, peu raisonnable. Reste à ta place. Mais quelle place? Celle où on ne dérange pas, où on ne remet pas en question une certaine vision du monde, des femmes. La simplification, souvent accompagnée d'une représentation caricaturale de soi, attire donc l'attention des followers. Mais si la visibilité est une condition nécessaire, elle n'est pas une condition suffisante. Dans l'édition, encore une fois, on a pu observer que les personnalités avec des millions de followers étaient bien loin de vendre des millions de livres, car la plupart des gens qui les suivaient n'attendaient que des images virtuelles. Les profils qui, eux, parvenaient à convertir cette attention en acte d'achat affichaient un fort taux d'engagement. L'engagement, c'est la mesure du nombre d'interactions du followers. Et un follower va s'engager d'autant plus qu'il a noué une relation affective avec la personne qu'il suit. Pour cela, il faut créer une impression de proximité, susciter l'identification, raconter une histoire, toucher et émouvoir. Car l'être humain adore les histoires.
Il n'y a qu'à voir le succès des divertissements, les séries Netflix, les films. Nous avons besoin d'appréhender le monde à travers un angle narratif pour donner du sens, mettre de l'ordre dans une réalité qui pourrait paraître sinon chaotique. Et si on prend un peu de recul, on peut observer que ce besoin de narrativité s'illustre tout au long de l'histoire humaine. Depuis les contes, les mythes, les légendes, jusqu'aux récits religieux qui utilisent la figure de style de la parabole et les métaphores, ou encore les fables qui transmettent des morales. En plus d'un message simple, il faut donc désormais procéder à une émotionnalisation, une dramatisation de soi, des récits. Et on le perçoit très bien sur la plateforme TikTok, où la trend qui consiste à se filmer en train de pleurer a eu un succès international. Ou bien aussi en étudiant les comptes des influenceurs les plus tendances qui jouent sur l'hyper-dramatisation de leur vie personnelle. Pensons aussi à la télé-réalité, théâtre des émotions exacerbées. Problème, si cette dramatisation de la représentation de soi devient quasiment une norme dans la sphère des réseaux sociaux, elle apparaît peu compatible avec un leadership féminin adoubé par les médias traditionnels. Et j'entends par là la presse et la télévision. Pourquoi ? Parce que ce leadership présuppose la reconnaissance d'un milieu professionnel qui, lui, est déterminé par une grille de validation masculine. Dès lors, au revoir aux émotions, pour être admise en tant que femme dans le cercle des leaders, il faut faire preuve de détermination, afficher sa performance et une rationalité à toute épreuve, être dans le contrôle perpétuel. On se retrouve donc dans une impasse où la plupart des représentations du leadership féminin sont les produits d'un système qui ne les diffuse que si elles viennent le confirmer. Dans les médias traditionnels, on nous propose un leadership féminin qui est une déclinaison du leadership masculin. Dans les nouveaux médias, les représentations du leadership féminin doivent obéir à la loi de l'algorithme et deviennent des caricatures où tout est misé sur l'emballage esthétique et ou un contenu 100% émotif. En voici d'ailleurs deux archétypes. D'un côté, nous allons avoir la femme que j'appelle la femme LinkedIn, sérieuse, décidée, imposante, qui s'inscrit dans une tradition autoritaire masculine. De l'autre côté, on va avoir la girl boss. Je vais passer un petit peu plus de temps sur cet archétype, car c'est celui-là qui influence beaucoup de générations de jeunes filles à venir. Car on peut faire autant de livres qu'on veut pour parler des femmes inspirantes de l'histoire, des intellectuels. Les jeunes filles, en pratique, vont consommer de l'image numérique, un récit visuel pré-mâché et immédiatement absorbable. Donc la girl boss, elle est belle, évidemment, toujours apprêtée et maquillée. Elle affiche sa réussite à travers des signes extérieurs de richesse, soigneusement codifiés. Le sac Birkin d'Hermès, les bracelets Cartier, le jet privé pour voyager, le bureau richement décoré avec une baie vitrée. Elle s'habille en blanc, en beige, en crème ou en rose clair. Elle voyage à Dubaï, bien sûr. Elle est entrepreneuse et a fait succès grâce au e-commerce. Elle ne partage sa vie émotionnelle et les épreuves qu'elle a traversées que pour se valoriser. Voici la version expulsée par Instagram après un processus de digestion algorithmique. De la forme, pas beaucoup de fond. Comment faire alors ? Chacune dans cette salle a quelque chose d'unique et d'important à partager. Moi-même, d'un point de vue médiatique, je ne suis personne. Si j'évaluais ma valeur selon les critères susmentionnés, je serais donc réduite au silence. D'ailleurs, j'ai introjecté cette croyance et cette perception de moi pendant des années, me racontant que mon rôle était d'aider uniquement les femmes à porter leur voix, que j'étais une figure de l'ombre. Pourtant, me voici devant vous aujourd'hui, pour parler d'un sujet que j'approche en tant qu'éditrice, entrepreneur, utilisatrice des réseaux sociaux, en tant que femme. Ce message, c'est que l'utilisation des médias au service de la promotion d'un leadership féminin inspirant passe en premier lieu par la reconnaissance individuelle de la valeur et de la préciosité de ce qu'on a à transmettre, qu'il s'agisse de savoir, de compétences, de parcours, d'expériences de vie ou de regards portés sur notre société. À une époque où chacun s'exprime à tout va, donne son avis sur tout sans réfléchir, prend des positions extrêmes pour exister, attaque pour se soulager, je pense nécessaire de se réapproprier l'espace d'expression en accordant plus de place aux voix qui se font entendre pour donner plutôt que pour recevoir, à celles qui ont envie de transmettre et d'inspirer plutôt que d'obtenir une validation ou une reconnaissance narcissique. Et c'est là tout le nœud du sujet. Les voix que nous avons besoin d'entendre sont justement celles qui ne ressentent pas le besoin de s'exprimer. Il est alors question de responsabilité. C'est en acceptant de se rendre visible pour les autres, avec sincérité et en remettant les médias à leur juste place d'outils, que l'on pourra faire la démonstration de la complexité de la femme leader. En incarnant la multipotentialité intérieure et en partageant une émotivité juste et authentique, nous offrirons à toutes les jeunes filles et aux femmes l'autorisation de se déployer pleinement dans leurs talents. C'est d'ailleurs l'une des raisons de la création de ma marque de bijoux, permettre aux femmes de se reconnecter à leur puissance personnelle pour qu'elles puissent rayonner.
Je pense que nous sommes toutes d'accord pour dire que nous vivons une époque où les femmes ont un rôle essentiel à jouer. En tant que protectrices de la vie, il nous appartient d'être les gardiennes de la représentation de sa richesse, de sa diversité et de son évolutivité. Dans un monde où tout devient manichéen, où il n'y a plus que le oui ou le non, le pour ou le contre, où les confrontations stériles ont remplacé les débats et la rencontre d'idées, il devient primordial de préserver la pluralité de l'humain face à une pensée qui voudrait en faire un produit digitalisable et traduisible en une suite de 0 et de 1. C'est à chacune d'entre nous d'oser prendre la parole au lieu d'attendre qu'on la lui donne, de définir sa valeur au lieu d'espérer une reconnaissance extérieure, de rayonner et de partager qui elle est afin de planter sa graine dans l'espace public. Bon, je suis obligée de vous interrompre là maintenant. Une salle d'applaudissements, c'était passionnant. Vraiment passionnant. Elle voulait aller jusqu'au bout, je ne pouvais pas l'arrêter. Merci infiniment et merci justement pour avoir donné cette définition du miroir parce que, bien sûr, les médias, qu'ils soient de l'ancienne génération ou de la nouvelle génération, sont en fait déformants. Je crois que vous nous l'avez bien expliqué par tous ces archétypes et ces stéréotypes, et qui plus est, contribuent à la création de normes basées sur des stéréotypes. Votre phrase était très forte, vous avez entièrement raison. C'est en fait un reflet d'un monde dominé par les hommes qui est doucement en train de changer. Et mon sentiment, mais vous allez me le dire, je tends la parole à ma prochaine panéliste qui est dans le contrôle des données. Peut-être, moi, je le sens venir d'Afrique, ce changement, justement, pour toutes sortes de raisons. D'abord parce qu'il y a une utilisation, on pourrait dire abusive, mais enfin, allons-y, il faut bien communiquer, du téléphone portable, une pénétration absolument extraordinaire. Donc, ça veut dire que beaucoup d'enjeux et beaucoup de façons de communiquer se jouent là, même si pour l'instant, on a beaucoup de désinformation aussi sur les réseaux sociaux. Et puis que peut-être, justement, ces femmes africaines qui sont influenceuses pour l'instant et malheureusement influencées par les mauvaises influences de l'Occident, disons les choses comme elles sont. Je partage votre souci. Peut-être que ça va changer aussi. Peut-être que d'autres valeurs vont émerger. La parole est à vous. Alors, Madame Issa Anna Meng, présidente de Business Femmes Active, CEO de Nataltech, bien sûr, parlez-nous de votre société, directrice de Ally, consultante et conférencière. Merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de rendre hommage à son Excellence Anissé Boumediene. C'est un plaisir. Permettez-moi de rendre hommage à Eugène Djeki. C'est toute une histoire. La transition digitale a bouleversé l'Afrique. La transition digitale a bouleversé la planète. Vous savez qu'on a près de 800 millions de smartphones au niveau du continent. C'est-à-dire que l'information en tant que telle, aujourd'hui, se diffuse à l'instant T pour toute la planète. C'est excellent pour l'Afrique. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte qu'il y a la possibilité de gagner en notoriété. Il y a la possibilité de voir que les médias ont cette ouverture, mais chacun aujourd'hui peut créer son média. Et à partir de cette création, on peut dire qu'on a toutes les possibilités de l'intelligence artificielle en passant par le développement et l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, oui, c'est ce qu'il faut pour l'Afrique. Nous, on entreprend par nécessité dans le continent. 23% de la population africaine, femmes, entreprennent par nécessité. Et il faut derrière des mécanismes pour accompagner cet entrepreneuriat. D'où cette notion de leadership qui permettra à ces femmes de gagner en notoriété. Sachez qu'il y a tellement d'entreprises à créer dans le monde digital que on est obligé de dire aux gens que prenez le temps de vous auto-former. Tout est dans le numérique. Tout, quand on vous dit tout, c'est que aujourd'hui, j'ai envie de créer une intelligence artificielle en mode créatif. Je peux immédiatement m'y lancer et créer ma boîte. Idem, quand je manage des personnes. Vous savez que le management de la femme africaine, le management de l'entrepreneur aujourd'hui est devenu un management participatif où
au lieu que ce soit directive, parce que les codes de leadership étaient des codes masculins, c'était plutôt donner des ordres. Et la femme, dans sa discrétion, parce que notre culture dit que la femme doit être discrète, on ne doit même pas parler très haut. On doit être derrière les autres. On nous dit même que derrière chaque grand homme, il y a une grande dame. Et tout à l'heure, vous avez dit, oui, à côté de l'homme, oui. Il faut aller là où il faut pour que ces femmes soient les meilleures. Et l'Afrique est réveillée pour pouvoir changer ce modèle. Le leadership aujourd'hui, c'est la générosité. Le leadership aujourd'hui, c'est donner de soi. Je vais raconter une histoire. Pendant le confinement, je suis entrepreneur. Pendant le confinement, j'étais tellement seule que j'ai dit, j'ouvre mon carnet d'adresses et toutes les personnes que j'ai eues sur mon parcours d'entreprise, je les ai appelées, on a créé notre groupe WhatsApp. Ce sont ces outils qui font aujourd'hui le développement du business. Je les ai dit, on va se retrouver, on va se donner du courage. On va travailler notre mindset parce que les salariés étaient bien couverts. Mais de l'autre côté, les entrepreneurs étaient isolés. Et cet isolement fait qu'on est vulnérable. Le leadership, c'est aussi avoir le bon carnet d'adresses, avoir les grandes écoles. Le leadership, c'est avoir le bon banquier de 50 ans qui peut débloquer 500 000 euros, qui peut débloquer 3 millions d'euros. Mais généralement, les femmes de la diaspora, généralement, les femmes africaines ne sont pas assez codifiées pour avoir accès à ces standards qui ne sont même pas réfléchis pour nous. C'est-à-dire que nous toutes, autant qu'on est ici, on est appelés à reconquérir les réseaux sociaux. C'est nous qui devons mettre les bons contenus à la bonne place. Je répète, les bons contenus à la bonne place. Au fait, quand on perd une place, d'autres s'installent. Dans cette salle, je pense qu'il y a plus de 54 femmes leaders. Ce qui veut dire qu'elles peuvent être implémentées partout dans le continent pour que ça soit autant de hameaux chics qui pourraient changer ces femmes en leaders, qui pourraient donner cette visibilité de contenu. Parce qu'il faut savoir que qu'est-ce qui se passe derrière la machine, derrière les routeurs, les serveurs, les data centers, ce sont des programmeurs, ce sont les enfants, c'est nous qui programmons. Et la logique dit que dans mon cerveau, il y a, dans la programmation, il y a 70% d'hommes qui programment. C'est normal que les stéréotypes reflètent la réalité du digital. C'est-à-dire que nous, en tant que femmes dans la technologie, on a l'obligation de mettre les standards de l'image de la femme, de l'image de l'entrepreneuriat, de l'image de cette visibilité qui donne la possibilité à la femme d'être rayonnante, d'être capable de donner une vision, de donner les couleurs, de donner la spécificité de la femme dans la tech. Et tant qu'on ne réussit pas à acquérir ces notions d'algorithme où j'implémente à mon point de vue pour orienter le besoin de l'homme et de la femme, on ne réussira pas à atteindre l'équilibre ou bien le ratio, comme on le dit. Par exemple, le gouvernement du Sénégal, on a combien de ministres hommes, on a combien de ministres femmes? On est aussi nuls que ça? Voilà. Est-ce qu'on est aussi nul que ça? Je pense qu'il devait y avoir autant de femmes que d'hommes. Parce que l'égalité... probablement, je ne parlerai pas d'égalité, mais il y a une complémentarité entre les hommes et les femmes. Et il y a autant de femmes aussi efficaces qui donnent de soi pour pouvoir rayonner en leadership, parce que plus on a des femmes qui décident dans les entreprises, mieux c'est pour que les femmes s'inspirent de ce leadership. Moi, j'ai eu cette année, au sein de Business Femmes Actives, qui est une association qu'on a créée en 2022, parce que c'était né à partir du confinement. On a célébré depuis le janvier 2024 Rose Jenkins.
je pose la question, qui connaît Rose Dieng ici? Une seule personne. Rose Dieng Kounce, si je dis Cheikh Anta Diop, probablement, il y a énormément de personnes qui connaissent Cheikh Anta Diop. Mais Rose Dieng Kounce est notre Cheikh Anta Diop de l'intelligence artificielle. Elle a conceptualisé l'intelligence artificielle depuis les années 1990. Elle a été la première chef de projet de l'INREA au niveau de Sophia Antipolis. Elle a conceptualisé l'ontologie de cette intelligence qui va chercher les images, qui les rapporte pour que la machine pense comme l'homme. Qui connaît Rose Dieng? Elle est pourtant immigrée. Elle a fait rayonner la France. Au niveau de la Silicon Valley, on a eu énormément de doctorants qui sont venus ici en France pour bénéficier des recherches scientifiques de Rose Dieng Kounce. Ce sont des femmes comme ça qu'on doit valoriser. On n'a pas besoin probablement d'autres femmes qui ils ont besoin. Les femmes ont besoin de manger. Les femmes ont besoin probablement d'être rayonnantes parce que si jamais tu n'as jamais eu la chance de rayonner et que à partir de ton écran, à partir de ton smartphone, on t'écoute, tu as 10 likes, tu as 1000 likes, tu as 10 000 likes et que derrière le système, le modèle économique des réseaux sociaux te dit que tu peux à partir de ces likes-là gagner 700 euros, 1000 euros, voire même 200 000 euros. Dans ce cas, c'est un métier. C'est ce que nous créons aujourd'hui au niveau des outils numériques. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on mette en évidence? Par exemple, quand je parle de Fatou Diom, on sait que c'est à notre image de l'immigration aujourd'hui en France. Elle a pu traverser des histoires qui ressemblent à nos histoires qui sont ici, des écrivains. Et c'est là où on peut créer un leadership qui va permettre à ces femmes, qui va permettre à ces jeunes d'avoir des rôles modèles. On a besoin de rôles modèles dans le leadership pour que demain, le continent, pour que demain, les femmes puissent avoir au moins un miroir et avoir des fondements de l'entrepreneuriat et du leadership. Je vous remercie. Grand merci, Madame Beng. Vous avez juste pas parlé de Nataltech et de Alay. En 2 mots, qu'est-ce que sont ces 2 entreprises? Merci beaucoup. Nataltech a été créée en 2015. Il y avait beaucoup d'événements et que j'étais en congé de maternité. J'ai créé pour accompagner les femmes des quartiers politiques de la ville dans le 18e, le 19e arrondissement, pour accompagner ces femmes, pour accompagner des hommes qui ne savent pas allumer un ordinateur. C'est pendant cette période que j'ai vu la vulnérabilité de l'usage du numérique. On peut être en face de celui qui signe une autorité. Je suis consultante, mais qui ne sait même pas faire un traitement de texte, ne sait même pas convertir en Word. Des femmes et des hommes qui détiennent le pouvoir de près de 1,5 milliard d'Africains et qui sont en train d'externaliser des datas partout. Quand dans un pays d'Afrique, on externalise la présidence de la République dans un pays d'Asie, là, il y a un problème. Il y a un problème. Et c'est à l'image de ce qu'on vit sur la planète aujourd'hui, c'est cette transition digitale, en fin de compte, qu'on est en train de vivre avec les populations vulnérables. Quand je veux chercher du travail et que je ne peux pas faire mon CV, même si je suis meilleure dans la cuisine, il me faut faire un CV. Et c'est comme ça qu'en congé de maternité, j'ai créé. Et aujourd'hui, l'association travaille, on a presque en ressources humaines 7 salariés pour accompagner des personnes en difficulté. Et Nataltech, plutôt, c'est du personal branding où on va accompagner personnellement des décideurs, des entrepreneurs pour les permettre d'avoir une visibilité. LinkedIn, allez sur LinkedIn. C'est là où se trouvent les financements. C'est là où se trouve le business. C'est là où vous devez vous former pour aller prendre cet argent et aller l'injecter selon le leadership féminin. Bon. Allez-y.
Bravo. Et vous voulez pas créer une entreprise de fraises en Afrique? Moi, je travaille pour vous tout de suite. Hein. Mille merci, Madame Beng. Alors, je vais donner maintenant la parole à la prochaine intervenante, Madame Cathy Défaut, DG cabinet Zéro Défaut. Je pense que vous avez fait exprès de faire le jeu de mots, bien évidemment. Oui, mais je vais vous expliquer. Voilà, oui, s'il vous plaît, parce que je trouve ça très, très bon. Experte mindset et leadership, conférencière internationale et consultante en relations internationales. Et moi, ce que je voudrais entendre de vous, si vous le voulez bien, c'est, on a beaucoup fait référence dans le panel précédent sur le fait que beaucoup de femmes n'osent pas, ne se saisissent pas. C'est vrai qu'il y a des grosses pesanteurs culturelles, particulièrement en Afrique. Moi, en tant que reporter, je l'ai très souvent expérimenté. C'est difficile de faire parler les femmes. C'est difficile de mettre devant une caméra. C'est son homme qui a le droit à son image à elle. Voilà, toutes choses qui font que c'est compliqué, si vous voulez, pour que les femmes osent. Mais c'est pas non plus impossible. C'est pas impossible. Voilà, merci beaucoup. C'est à vous. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, je remercie tout d'abord Madame Boumedienne, la première dame d'Algérie, et le professeur également de m'avoir conviée. Alors, moi, je vais me présenter, je vais essayer de faire très rapide. Je suis donc Cathy Défaut. Donc, mon nom, effectivement, c'est Défaut. Je suis originaire de la Guadeloupe. J'ai grandi en France, je suis née en France. J'ai fait des études, on va dire, linguistiques et interprète. Donc, je me prédestinais à être interprète. Je parle couramment anglais, allemand. Je suis une passionnée de la littérature, de l'écriture, de la communication. Je parle beaucoup. Et j'ai intégré donc un très grand groupe en 1997. Je travaille chez Orange depuis. Je suis commercial grand compte. Et en parallèle, en fait, de mon activité salariale, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, c'était en 2018. J'ai créé mon cabinet de conseil, justement, qui s'appelle Zéro Défaut. Alors, pourquoi Zéro Défaut? Déjà, mon nom, c'est bien Défaut. Zéro Défaut parce que la plupart de mes amis, justement, m'appellent Zéro Défaut. Et pourquoi je prône également Zéro Défaut, en fait, c'est parce que je prône l'excellence. Je prône aussi tout ce qui tourne autour de l'entrepreneuriat. Et mon cabinet, donc ensuite, il y a eu le Covid. Donc, j'étais vraiment spécialisée dans la communication digitale, relations, médias, presse. Et durant la période du Covid, je me suis vraiment spécialisée dans le coaching en développement personnel. Parce qu'en fait, j'ai eu une très forte demande, parce qu'on était tous isolés, de personnes, essentiellement des femmes, qui m'appelaient parce qu'elles se sentaient seules, isolées. Et voilà. Donc là, j'ai commencé à rentrer dans un processus, la formation. La formation, c'est quelque chose de très important. Et depuis, je me suis vraiment spécialisée. Justement, j'anime beaucoup de conférences sur le leadership. J'interviens énormément. C'est-à-dire que moi, je suis très active, hein, que ce soit en France et également en Afrique. Je suis originaire de la Guadeloupe, mais je suis profondément africaine dans l'âme. Et pour la petite histoire, j'étais partie en Côte d'Ivoire en juin 2022. C'était mon premier voyage en Afrique. Je suis restée 1 mois et demi. Je suis repartie ensuite au mois d'août et ensuite au mois de septembre. Et parce qu'en même temps, je manageais un artiste, je fais beaucoup de choses. Je suis également interprète. J'anime également une émission de radio pour répondre justement à Madame Dieki et les questions que vous vous posiez. J'anime une émission de radio justement qui est dédiée à l'entrepreneuriat sur une radio média web. Et le nom de mon émission, c'est Les Audacieux. C'est vrai que je reçois essentiellement des femmes entrepreneurs et elles ont cette difficulté aujourd'hui à parler. Et moi, j'interviens justement, je les accompagne sur la confiance en soi. Je les accompagne également sur la prise de parole en public. Je sais que ce n'est pas un exercice facile. Et quand j'ai animé ma conférence en Côte d'Ivoire au mois de novembre, j'ai eu l'honneur de participer à la 9e édition du Forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat au féminin. Il y avait une vingtaine de conférencières qui venaient de la Côte d'Ivoire et des différents pays voisins. J'étais la seule à venir de France. J'ai animé une masterclass sur la confiance en soi. Alors déjà, il y avait énormément de monde. Ça a duré 2 jours. Moi, j'ai été émerveillée vraiment par cette demande, par cet élan. Il y avait des femmes vraiment de divers horizons. Vous aviez des femmes vraiment très jeunes. Quand je dis très jeunes, 16, 17 ans. Il y avait des femmes également de 30 ans, 40 ans, 50 ans. Il y avait des femmes vraiment de divers horizons. Il y avait des femmes députées. Et à l'issue de ma conférence, j'étais vraiment très émue parce que c'était la première fois que je me retrouvais en Afrique. Et il y a eu cet élan. Et là, c'est à partir de là, en fait, que j'ai pris conscience qu'il y a une très forte demande d'entreprendre et d'être leader en Afrique. Déjà, en Afrique, il y a beaucoup de femmes. Les femmes, à la base, déjà, en elles-mêmes, ce sont des commerçantes. Elles font toutes des choses. Moi, j'étais impressionnée quand je voyais justement ces femmes dans les rues
d'Abidjan, des Côte d'Ivoire, enfin partout. Moi, je connais que la Côte d'Ivoire, hein, mais je pense que c'est pareil pour toute l'Afrique. Donc, elles ont déjà ça en elles maintenant. C'est comment les accompagner, justement, pour pouvoir exploiter, parce qu'elles ont tout un potentiel, on a tout un don. Et à partir de là, donc moi, j'ai fait beaucoup de conférences, j'ai créé également des groupes WhatsApp. Donc, c'est important aussi en tant que femme. C'est vrai que l'aventure entrepreneuriale, il faut le dire, hein, on est très, très, très isolé, on est très seul. On peut connaître beaucoup de monde, on est très entouré, mais dans le fond, on est très, très seul. Moi, pour la petite anecdote, quand j'ai commencé à me lancer dans cette aventure, je me souviens encore de ma maman qui me disait, mais pourquoi tu te lances là-dedans? Tu as déjà une activité chez Orange, mais qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est quand elle a vu justement la conférence que j'ai animée en novembre 2022, parce que c'était relayé sur les réseaux, et là, elle a compris effectivement ce que je faisais et le sens aussi de ce que je voulais faire, ou surtout de ce que je suis. Et à partir de là, donc les choses vont très, 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 très vite. Mais ce que je dis, il faut vraiment... moi, je parle beaucoup du mindset. Pour moi, le mindset, c'est ce qui nous caractérise. C'est vraiment... on n'a pas tous et toutes le même mindset. Ça, c'est vrai. Mais de cette singularité, justement, de cette différence, vous devez en faire votre force. Et nous, les femmes, on a quand même ce pouvoir, on a cette capacité justement de résilience, on a cette capacité également de créer, on a cette capacité aussi à aimer, à être dans le partage. Donc, à partir du moment où on prend conscience justement de ce qu'on est, mais après, il faut passer aussi par pas mal de processus. Il y a l'estime de soi, il y a la confiance en soi, il y a beaucoup de paramètres. Et c'est vrai que je rejoins ce qui se dit au niveau de l'Afrique. Il faut tenir compte aussi des paramètres sociétaux, culturels. L'éducation également doit être prise en compte. On n'a pas toute la même culture, mais il faut savoir aussi s'adapter. Et je pense que le plus important, c'est à partir du moment où justement on sait qui on est, on va savoir ensuite, on peut définir ce qu'on veut. Mais il faut toujours rester, on va dire, en harmonie avec ce qu'on est et garder et rester sur ces principes, sur les aspirations, sur nos propres valeurs et rester constant. Moi, aujourd'hui, j'accompagne énormément de femmes entrepreneurs. Malheureusement, il y en a beaucoup qui abandonnent dans l'entrepreneuriat. Moi, j'assiste à beaucoup de salons. J'interviens dans beaucoup de salons en tant que conférencière. Toutes ces femmes, malheureusement, je les vois seules. Pourtant, elles ont des copains, elles sont mariées. Je vois rarement les hommes les soutenir. Et il y en a beaucoup parmi elles, justement, qui abandonnent. Il y en a beaucoup qui abandonnent parce que, justement, elles se disent « Non, je ne peux pas. Comment je vais faire? Mon mari ne va pas vouloir. » Et le regard de l'autre. Et ma famille. Moi, aujourd'hui, j'ai eu le choix, justement, mais j'ai pris cette décision en me mettant à temps partiel dans mon activité salariale pour pouvoir mener à bien mon activité entrepreneuriale, parce que c'est là où, effectivement, où je m'éclate, où vraiment je suis moi. Et je me souviens encore d'une phrase de mon fils à 10 ans aujourd'hui. Et l'année dernière, il me disait « Mais maman, tu es tout le temps en conférence téléphonique, tu n'arrêtes pas, tu es toujours en visio. » Après, il faut expliquer aussi, parce que si vous n'expliquez pas aux gens ce que vous faites, ils ne vont pas comprendre en fait qui vous êtes. Et à partir du moment où vous avez intégré cela, en fait, les gens maintenant vont comprendre. Maintenant, quand je peux dire à mes parents, je peux dire à mon entourage que je ne peux pas venir à tel ou tel événement familial, ils comprennent. Mais au début, c'était vraiment pas facile. Ça, je le dis encore. Hein. L'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose de facile. Hein. Récemment, il y a à peine 48 heures, j'ai animé un événement en tant que maîtresse de cérémonie pour un événement qui honorait justement les commerçantes de la Guinée. Donc, c'est moi qui présentais. Et là, il y a beaucoup de jeunes filles qui sont venues me voir à la fin en me disant « Oh, madame, c'est mon rêve d'être sous les projecteurs. Mais comment vous faites ?» J'ai dit « Mais alors, déjà, il faut savoir, c'est pas juste les projecteurs, en fait. C'est pas juste, et là, vous êtes sur les projecteurs. Il y a tout un travail. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de la rigueur. Il faut également faire les choses avec passion, mais au-delà de ça, il faut également que moi, je dis, mon mindset, en fait, j'ai un mental d'acier. Il faut vraiment le formater. Maintenant, là où je voudrais rejoindre Madame Dieki, elle disait, par rapport aux hommes aussi, il ne faut pas dire... C'est vrai que le leadership, il est souvent associé aux hommes parce que il y a beaucoup plus... c'est plus difficile pour une femme, justement, de s'imposer dans des postes de direction. Moi, aujourd'hui, chez Orange, la directrice, c'est une femme. Vous voyez? Donc, elle a su s'imposer. Elle est passée après Stéphane Richard.
Et voilà, je vais vous demander de conclure, s'il de vous plaît. conclure, d'accord. Voilà, s'il vous Parce que je parle plaît. beaucoup, Oui, effectivement. il faut. Donc, alors, pour en revenir sur la thématique médias, miroirs et projecteurs, en fait, au niveau du leadership féminin, enfin, je pense qu'il faut retenir, moi, le message que je pourrais dire pour conclure, c'est soyez vous-même, soyez authentique, restez vrai, donnez vraiment le meilleur de vous-même, mais surtout, osez. Une salle d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Madame Défaut, Madame Zéro Défaut. Alors maintenant, nous arrivons à la dernière intervenante, avant que je vous donne bien sûr pendant un quart d'heure la parole. Et comme on dit, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Madame Julienne Morisseau, votre parcours est vraiment très intéressant et vous avez énormément de mérite. Vous allez nous expliquer pourquoi. Parce que vous venez de très très loin. Et donc, vous êtes représentante régionale Europe du Sud et Afrique pour le Zonta International Club, qui est un club de service, à l'instar du Lion Club ou du Rotary, mais avec une mission particulière, service mondial américain et vice-présidente Réseau Talents de l'Outre-mer, mais vous êtes aussi chef d'entreprise et vous allez nous en parler. La parole est à vous. Madame la Première Dame, Monsieur le Président Paul, Mesdames et Messieurs, bonjour. Je suis ravie d'être parmi vous cet après-midi pour échanger autour de cette thématique, les femmes, le leadership et les médias. Je salue déjà l'initiative de ce temps d'échange et je remercie l'organisateur et son équipe pour ce temps d'expression. Donc, je suis Julienne Morisseau. Donc, dans la vie professionnelle, j'évolue depuis plus de 15 ans donc, dans le numérique, plus précisément chez un éditeur de logiciels, donc, en tant que directrice développement dans le business B2B. Et j'évolue également dans le monde de l'entrepreneuriat. Et au-delà de cela, on me connaît plus dans la sphère publique pour mon militantisme, pour les positions que je prends en faveur des femmes, en faveur de la valorisation des talents afrodescendants, mais également en faveur du renforcement du leadership féminin, concrètement dans des secteurs d'activité où les femmes sont sous-représentées. L'aéronautique, la mécanique, l'ingénierie, le numérique, les affaires, en manque de businesswomen à l'échelle de la planète, et dans la politique. Donc, comme l'a précisé donc, Madame la journaliste, je suis donc vice-présidente du réseau Talents de l'Outre-mer, qui est donc un réseau influent soutenu par le président de la République française, un réseau qui existe depuis plus de 20 ans. Je suis originaire de l'Amazonie et des Caraïbes, je suis guyanaise, d'origine haïtienne, et ce réseau a la particularité de mettre en avant, de valoriser en fait l'excellence ultramarine, les compétences ultramarines à l'étranger, en France, mais également à l'international. Je suis représentante du réseau du Zonta, c'est comme le Rotary Club, comme le Lions Club, mais il est vrai que tout ce qui a trait aux initiatives masculines sont plus mis en avant, donc on nous connaît moins en France. Le Zonta est pourtant un club service centenaire, ça fait 104 ans que nous œuvrons donc à faire respecter les droits des femmes, les droits des enfants, les droits des filles, fillettes, et de façon à ce que les droits des femmes soient reconnus comme partie prenante du droit des hommes, donc droit humain. Ça fait 104 ans que nous militons afin que les femmes puissent occuper des postes à responsabilité dans toutes les sphères de décision. Des femmes puissent être présentes dans différentes instances gouvernementales, mais également dans la sphère de l'entreprise. Ça fait 104 ans que nous appuyons bien entendu sur les médias pour nous faire connaître, donc d'où l'importance des médias dans le parcours d'excellence des jeunes femmes, des femmes, puisque sans médiatisation, les rôles modèles, les femmes qui réussissent dans différents secteurs d'activité, notamment des secteurs où elles sont sous-représentées, ne peuvent pas constituer de modèles, ne peuvent pas inspirer la jeune génération. Et Dieu seul sait qu'on a besoin de femmes inspirantes qui soient davantage médiatisées, en France, mais également en Afrique, de façon à pouvoir montrer qu'il est possible d'être une femme de couleur, une femme non racisée, même une femme caucasienne, mais qui excelle en tant qu'astronaute, en tant que cosmonaute, des femmes qui sont donc astrophysiciennes, des femmes qui sont tout simplement femmes, mais qui sont reconnues à leur juste valeur et pour leurs compétences. Le leadership féminin, c'est un terme qui est très en vogue, il existe depuis longtemps, un peu valorisé depuis peu.
Le Zonta, donc club service mondial américain, comme l'a précisé Madame, ça fait donc plus de 100 ans que nous participons concrètement à développer le leadership féminin, mais à renforcer par nos programmes de services que nous finançons. Ça fait donc tous les 2 ans, nous finançons à hauteur de 5 millions de dollars de programmes, de bourses. Nous finançons des ONG telles que l'ONU Femmes, telles que l'UNICEF, de façon à ce que les femmes puissent prendre vraiment conscience de leur plein potentiel et saisir les opportunités que le réseau du Zonta leur offre. Ce qui manque aux femmes aujourd'hui, surtout afrodescendantes ou africaines, c'est le réseau. Parce qu'on nous a toujours appris que fallait, donc au-delà, je reprends les propos de Madame, donc toujours être derrière un homme, ne pas se faire remarquer, ne pas trop élever la voix, mais on ne parle pas d'intégrer des réseaux. À partir du moment qu'on parle de réseau, que les femmes sont dans des réseaux, les femmes on a peur de ces femmes. Et pourtant, c'est des réseaux qui peuvent tout simplement propulser ces femmes dans des carrières où elles n'auraient pas forcément prédisposées, où leur entourage familial ou tout simplement communautaire n'aurait pas forcément propulsé dans ces réseaux, dans ces carrières. Ces réseaux sont divers, donc moi je représente aujourd'hui le Zonta international, mais il y a d'autres réseaux où les femmes peuvent intégrer des réseaux professionnels. Les réseaux qu'on néglige souvent, c'est les réseaux d'anciens étudiants, les réseaux d'alumni. Et pourtant, je sais qu'ils sont importants, puisqu'en fait, les étudiants d'aujourd'hui, dans les différentes écoles de commerce, dans les différentes institutions, sont les décideurs de demain. Et nous devons apprendre à nos jeunes filles, à nos filles, à nos garçons aussi, puisque ce travail d'égalité des droits est possible qu'avec le concours des deux sexes. Je suis profondément féministe, le Zonta est féministe, mais nous sommes les deux sexes à travailler pour l'atteinte de l'objectif de l'égalité des droits des femmes et des jeunes filles et des fillettes. Le Zonta, c'est un club mixte. Nous avons des hommes et des femmes de bonne volonté, bénévoles, je précise bien que nous sommes toutes bénévoles et tous bénévoles, à faire avancer la cause des femmes. Aujourd'hui, par exemple, en Afrique, nous avons le gouverneur Najim Salami qui donc dirige les vingtaines de clubs Zonta répartis sur le continent. C'est un homme qui était président de son club Zonta au Togo, renommé un homme d'affaires, et qui est profondément féministe et qui explique pourquoi il était féministe, pourquoi cette vocation ça a été, somme toute, pour lui une évidence de défendre la cause de sa maman, de ses filles et de ses sœurs qui étaient longtemps opprimées, oppressées. En tant que femme leader, donc, nous devons effectivement nous soutenir, nous rassembler, nous fédérer dans différents réseaux, de façon à pouvoir inspirer la jeune génération qui a besoin de modèles, vraiment de femmes inspirantes et d'hommes inspirants, puisque on a beau être féministe, mais on peut avoir un modèle qui, dans notre parcours de vie, puisse nous inspirer. Ça peut être un homme, ça peut être un frère, ça peut être un homme politique, mais qui nous permet en fait de nous dépasser. Le dépassement de soi est très important. La perception des femmes dans la société reste biaisée par les médias, puisque les médias sont quand même le reflet de notre société, donc reflètent tous les stéréotypes de genre et toutes les inégalités qui existent dans la sphère publique, dans la société, dans l'entreprise, mais également dans la famille. Alors, je vais vous demander de conclure parce qu'il est temps quand même que la salle puisse poser des questions. Et donc, je conclurai en disant effectivement que les femmes inspirantes sont possibles par le Zonta, puisque ça fait donc plus de 104 ans qu'on finance des bourses. Aujourd'hui, on a des femmes qui sont prix Nobel de chimie grâce au Zonta. On a des femmes ministres, on a des femmes astronautes, des femmes directrices de recherche à la NASA, des femmes directrices du Centre spatial européen, tout ça grâce au Zonta, grâce à la volonté d'hommes et d'hommes et de femmes de bonne volonté, bénévoles, de faire avancer cette cause des femmes en qui nous croyons et de propulser les femmes au plus haut rang. Et un bel exemple de sororité. Une salle d'applaudissements. Alors, j'ouvre les questions, nombreuses et diverses. Une main ici, une main là et une main au fond. J'en ai 4 pour l'instant, donc on y va. À vous, madame. À vous la parole. Je suis la bienheureuse du terroir, de mon nom
d'écrivaine et de psychosociologue. J'ai surtout étudié la société gabonaise de fond en comble. Et aujourd'hui, j'aimerais savoir si l'avènement des quotas dans l'administration publique et dans également l'octroi des subventions partis politiques au Gabon, en Afrique centrale, pour ceux qui savent, peut être un outil de, comment on va dire, de pression, voilà, pour avoir plus de femmes modèles. Dans le pays duquel je viens, les femmes vont à l'école, sont instruites, tout ça, il n'y a pas de problème, mais c'est au niveau des embauches que ça peut également poser problème. Donc, je vous remercie. Votre question s'adresse à quelqu'un en particulier ou à tout le panel? À tout le monde. En fait, c'était surtout pour tout le monde. Bon, l'ancien panel, mais je l'ai gardé. C'est pas grave, voilà, c'est pas grave. On va y répondre. Madame au fond, là-bas, qui trépigne depuis tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est juste la joie et l'honneur que j'ai de participer à ce grand moment de cette grande messe où les femmes ont la parole, pouvoir échanger sur les bonnes pratiques qui existent dans nos différents pays. Je suis Madame Aïda Mbaye, je suis juriste consultante, la secrétaire générale adjointe de l'Association des juristes sénégalaises au Sénégal, chroniqueuse sur les droits des femmes pour la RTS1, notre première télévision publique. Je voudrais vous demander à vous panel, je vous remercie, mes hommages à Madame la Première Dame, Monsieur le Président de l'Institut africain, merci beaucoup de nous avoir associés à cette importante activité. Pour tous les, j'ai entendu ce matin quelqu'un dire ici dans cette salle qu'elle était encore dans le rythme africain. J'avais envie de lui demander c'était quoi le rythme africain. Devrons-nous nous considérer encore comme des personnes qui marchent au pas de tortue ou devrions-nous tout simplement accélérer nos pas? C'est votre question? Non. La question, elle arrive, Madame Gueye. Je vous considère comme une Sénégalaise. D'autre part, je viens du Sénégal. Dans cette conférence, il me semble qu'il y a beaucoup plus de femmes qui viennent de l'Afrique centrale que de l'Afrique de l'Ouest. La première question qui m'interpelle, c'est que nos problèmes ne sont pas les mêmes. Nous avons des limites géographiques à nos problèmes. Ce qui se passe au Sénégal ne se passe pas au Gabon. Ce qui se passe au Gabon ne se passe pas au Cameroun. Ce qui se passe au Cameroun ne se passe pas en Côte d'Ivoire ni au Nigeria. Pour la simple et bonne raison que moi, habitante du Sénégal, aujourd'hui, mon gros souci, c'est d'accéder à la responsabilité parentale. Le Code de la famille du Sénégal n'accorde pas à la femme sénégalaise ne serait-ce qu'une once d'autorité sur son propre enfant qu'elle a porté pendant 9 mois. Aujourd'hui, l'autorité, le mari est le chef de famille au Sénégal, ce qui n'est pas le cas ni en Côte d'Ivoire, ni au Cameroun. Donc notre première limite, ce sont des limites géographiques, ce n'est pas les mêmes problèmes. Donc nous ne pouvons pas avoir un droit communautaire qui va nous permettre, au-delà même de ce que vous avez dit ici depuis ce matin, la solidarité qui doit exister entre toutes les femmes. Tout à l'heure, j'ai le fait exprès, je suis sortie et il y a 2 femmes qui sont sorties de la salle. C'est à peine si elles m'ont dit bonjour. Elles ne m'ont même pas regardé. Et vous voulez me parler de solidarité. Je ne sais pas, si on ne vient pas d'un même pays, ça ne veut pas dire qu'on va pas vers la personne. Aller vers la personne, ça doit être naturel. C'est parce que tout simplement, on est des femmes. On est des femmes, on doit se soutenir. Merci. Cela importe peu de venir du Sénégal, de la Côte d'Ivoire ou bien du Nigeria. Merci. On est une femme, un point, c'est tout. Quand on est une femme, un point, c'est tout. Quand moi, je vois une femme, moi, j'ai 2 filles. Ma fille est née à 16 ans. Ma fille, l'autre, Oulimata, elle a 12 ans. Il y a d'autres questions, je suis obligée de vous arrêter. Et j'ai dit, faites des femmes. Ce matin également, son Excellence a dit, quand je disais sur la RTS1 il y a 2 ans, qu'éduquer une femme, c'est éduquer la communauté. Éduquer la communauté, c'est éduquer la société. Merci, madame. Éduquer la société, c'est éduquer le monde dans son ensemble. Le président Boumediene avait raison en disant que l'école, la femme, c'est la madrasa. C'est l'école, c'est le lieu d'apprentissage. C'est la femme qui transmet les bonnes habitudes, les bonnes manières, l'éducation, l'apprentissage. Donc, faire d'une femme une personne humaine, c'est faire de toute la communauté une bonne communauté et que Merci, madame. Il y a 2 autres questions. Votre question s'adresse à la totalité du panel.
Parce que pour ce panel-là, j'ai fini par là, je vous en prie, Madame Gueye. Oui, mais il y a 2 autres questions, laissez les autres. Projecteur et miroir, je voulais juste leur demander qui projette, et c'est pour qui, et quand est-ce qu'on projette, et quelle est la perception pour le miroir, quelle est la perception que les autres femmes ont des femmes qui sont derrière les projecteurs. Très bien, question courte, parfait. J'avais une question là, me semble-t-il, quelqu'un avait levé la main ici, voilà, hein, au fond de la salle, oui. Merci. Bonjour à Madame la Première Dame, à Monsieur le Docteur et à tous les organisateurs de ce forum. Et un grand merci aux panélistes qui nous ont appris énormément depuis le début de ce forum. Alors donc moi, ma question est à 2 niveaux. Alors la première question qui me vient, ce serait, après avoir écouté donc 2 intervenantes, Madame Dieki et Madame Babli, qui nous ont dit, enfin, en gros, que pour elles, les hommes étaient les leaders naturels. Et que donc, pour elles, le féminisme de la femme africaine devrait donc la recherche de l'égalité des droits. Si j'ai mal compris vos interventions, je vous prie de m'excuser. Posez votre question, s'il vous plaît, posez votre question. Donc, moi, ma question, c'est la suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, au regard justement du féminisme en Afrique, qui pour moi a pris, qui est vraiment en retard, est-ce qu'on doit toujours garder ce stéréotype-là, comme quoi l'homme est le leader naturel, la femme n'a pas à contester donc son autorité, elle doit toujours rester dans l'ombre? Est-ce que ce n'est pas la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui des femmes qui n'osent toujours pas, alors qu'elles ont des choses à dire? C'est la première question. Est-ce qu'il ne faut pas inventer une autre forme de féminisme africain, puisque le précédent vraisemblablement n'a pas beaucoup fonctionné? Et la dernière question, qu'est-ce qu'on pourrait proposer pour que justement les femmes osent en politique, pour ne pas qu'elles deviennent juste des faire-valoir, comme il y a des textes de loi qui autorisent 30%, le tiers au niveau des représentations nationales, et qu'on aille chercher des femmes juste pour qu'elles soient des faire-valoir. Ok, bon, on va arrêter là pour que les panélistes puissent répondre, sinon on va déborder sur l'autre, si vous voulez bien. Donc, je vais commencer avec ma voisine de droite. Vous avez une question sur le miroir, elle s'adressait directement à vous. Oui, tout à fait. Peut-être juste avant, je voudrais aborder la question des quotas, que je trouve très intéressante. Et juste déposer une réflexion qui est que les quotas, pour moi, c'est vraiment ce qui permet de mettre le pied dans la porte qu'on essaye de nous fermer au visage. Mais après, tout dépend de qui franchit le seuil de la porte. Parce qu'on est dans une période où on n'a tellement pas le droit à l'erreur quand on a un peu de visibilité, un peu de pouvoir, que parfois, une femme qui ne va pas être compétente ou qui ne va pas réussir à vraiment utiliser ce pouvoir va faire plus de mal à la cause qu'un homme n'aurait pu en faire. Donc, les quotas, pour moi, c'est vraiment à double tranchant et ça doit être utilisé avec beaucoup d'intelligence pour mettre les bonnes femmes au bon poste. Et ensuite, pour rebondir sur la question du miroir, alors, j'ai pas saisi très bien... Si j'ai bien compris, la question du miroir, c'était Madame là-bas qui disait qui projette en fait. Qu'est-ce qu'il y a un petit peu derrière le miroir? Qui projette quel pouvoir, si j'ai bien compris? Qui est le projecteur? Qui décide qu'on est leader, femme leader ou pas? C'est qui? Quelle est la perception? Parce que ce n'est pas un groupe de personnes qui va dire que voilà Aïda, c'est une femme leader. C'est qui? Le leadership, autant que je sache, n'est pas naturel. On n'est pas avec. Des fois, nous rencontrons des personnes qui ont des dispositions à être leaders. Ça, je peux le comprendre. Mais on ne naît pas avec le leadership. Maintenant, si nous, encore femmes, en 2024, on reste ici, après avoir, entendu ce matin, cet après-midi, des femmes dire qu'elles étaient là au moment de Beijing. De Beijing à maintenant, ça fait 29 ans. Et le protocole de Maputo est encore beaucoup plus récent, parce que c'est seulement en 2003. Donc, si j'entends aujourd'hui que de Beijing à maintenant, on a 0 résultat, alors que toutes les femmes du monde étaient encore à Beijing, ça fait 29 ans que nous n'avons rien. Laissez répondre, s'il vous plaît. Maintenant, je dis, qui décide que nous, on est des femmes leaders et les autres femmes, qu'est-ce qu'on en fait? Merci.
Je pense que tout ça pose la question de la définition même du leadership tout court et du leadership au féminin. Vous disiez qu'on ne naît pas toutes avec le leadership. Moi, je pense que si, qu'on a toutes une façon d'exprimer notre leadership, d'appréhender la façon dont on va inspirer les autres, mais tous les êtres humains ont ça en eux, et c'est juste ensuite une question de personnalité, de style, d'expression pour partager ce qu'ils ont à partager avec le monde. Madame Mbengue, je suis sûre que vous avez beaucoup de choses à dire là-dessus. Merci beaucoup. Parlant du quota au niveau du Gabon, je pense que ça permettrait aux femmes d'avoir beaucoup plus de canaux pour accéder au poste de responsabilité. Vous êtes sans savoir que l'Afrique, dans le temps, quand je dis dans le temps, c'est-à-dire l'Afrique antique était matriarcat. On était tous matriarcat. Les décisions se prenaient par les femmes africaines, par l'africaine. On éduquait, on dirigeait. Et apparemment, il y a eu l'arrivée d'autres mouvements qui ont fait que la place de la femme a été rétrogradée. Et jusqu'aujourd'hui, on voit une renaissance qui est en train d'être faite au niveau du continent. Ces femmes qui reprennent du pouvoir, ces femmes qui osent s'habiller avec leur tenue, leur raffia, les pagnes manjank, quand tu prends les bogolans, quand tu prends par exemple les façons d'enfanie, ça revient. C'est-à-dire que c'est du soft power, mais qui va directement implémenter la culture de la femme africaine. Et le fait de pouvoir mettre des quotas pourra probablement redresser ce pourcentage-là afin qu'on puisse avoir cette équité entre les hommes et les femmes, parce qu'elles sont exceptionnelles, les femmes africaines. Elles sont la matrice de cette planète. C'est la naissance de la planète, ces femmes africaines. Et quand on nous parle de leadership, quand on a enfoui en nous ce leadership, c'est sûr que personne, nous en tant que femmes, si on nous dit que notre place est derrière, moi je suis des années 70, mes enfants me disent que je suis has-been. Mais par contre, il faut savoir qu'on a besoin que nos enfants puissent s'approprier cette féminité, cette complémentarité avec l'homme, cette complémentarité qui probablement redessinera notre féminisme à nous. Parce qu'on a des appétences apparemment de la communication. Les hommes ont leur appétence par rapport à la technique. Mais je suis femme, mais je suis technicienne, je suis ingénieure. Rien n'est impossible. Le digital nous donne cette possibilité. Je prends 30 jours pour être spécialiste dans un domaine. Aujourd'hui, avec le digital. Rien n'est impossible sur cette planète-là. Qui décide du leadership? Moi, je décide de mon leadership. Bravo, Madame Mbengue. C'est moi qui décide de mon leadership. Bravo. Et reste à nous maintenant de pouvoir aller au-delà de même éduquer les enfants. Éduquons nos enfants avant qu'il ne soit trop tard. Éduquons nos enfants. Il y a de la pornographie. Éduquons nos enfants. Il y a de la rupture scolaire parce que le numérique est en train de tuer une éducation classique qui était vraiment une bonne éducation. Aujourd'hui, le leadership, c'est que je dois rediriger les contenus vers de bonnes analyses, vers des bonnes initiatives qui donnent à nos femmes et à nos hommes la réalité. Parce que quand je tiens le smartphone, mon enfant me dit « tu connais rien ». Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une inversion de l'éducation. Les enfants éduquent les adultes. Et nous tous, on est perdus. Nous tous, on a une histoire rocambolesque, de près ou de loin. Prenez ces outils, allez sur YouTube et apprenez ce que ça veut dire la génération Y et la génération Z. Je vous remercie. Merci, Madame Mbengue, merci. Alors, Cathy, zéro défaut au leadership, inné ou pas inné chez les femmes? Alors, il faut savoir que le terme leadership, c'est un nom qui est emprunté aux Américains. Et c'est vrai que moi, je voyage beaucoup aux États-Unis parce que je suis bilingue anglais et j'interviens beaucoup là-bas. La culture là-bas, la culture du leadership, en fait, c'est ancré en eux. En France, en Occident, ça commence à se développer de plus en plus. Mais je pense qu'on est tous leaders à partir du moment où on a décidé de l'être.
Et moi, j'associe beaucoup, c'est vrai qu'on a des niveaux de leadership qui sont différents, parce que justement, on n'a pas tous et toutes les mêmes aspirations, on n'est pas tous formés pareil. Il y a aussi l'éducation qui est à prendre en compte. Donc, il y a des femmes qui seront davantage leaders. Mais à la base, on est tous et toutes leaders. Très honnêtement, moi je pense que à partir du moment en fait on a pris conscience, et ça c'est vrai, hein, qu'on a pris conscience de son niveau, de son degré de leadership, surtout en tant que femme, la femme est inarrêtable. Personne ne peut l'arrêter, sauf si elle-même l'a décidé. Donc je pense que celles et ceux, c'est pour répondre à Madame du Sénégal, je pense que ce soit au Sénégal ou partout, toutes les femmes, à partir du moment où elles ont décidé d'être le leadership, moi je l'associe beaucoup au mindset, vraiment. Donc, tout part du mindset, de son esprit, de ce qu'on y met. Ensuite, il faut cultiver cela. Il faut se former. Il y a aujourd'hui, on est dans un monde digital. On a la possibilité de se former sur Internet. Les bibliothèques sont beaucoup moins présentes. Mais il faut avoir envie. Il faut être curieux. Il faut aller vers les autres. C'est pas en restant isolé que les choses vont se faire. Si vous-même, vous décidez pas, justement, de vous dire, bon, moi, aujourd'hui, j'ai décidé de faire ça, d'être ça. Mais automatiquement, il y a des mécanismes qui vont se mettre en place et ça va se faire de manière très naturelle. Je voulais juste, merci beaucoup Cathy. Alors je voulais juste, j'avais une question qui me taraudait, Madame Morisseau, je vais vous laisser le mot de la fin. En fait, il semblerait que en Europe, comme on a perdu un peu le sens de la générosité, en fait, disons en Occident, on a inventé un truc qui s'appelle la RSE, là, vous savez, la responsabilité sociale des entreprises. Moi, je viens du Sénégal, par mariage, mais enfin, on a ce qu'on appelle la zakat, c'est-à-dire qu'il y a un jour où on fait la charité, mais au sens large de la société, si vous voulez. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là qu'on avait en Afrique et qu'on est en train un peu de perdre parce qu'on s'occidentalise trop en Afrique? Ça me taraudait cette question. Allez-y. Effectivement, le RSE a le vent en pourpre depuis quelques années, surtout chez les grands groupes qui doivent se refaire une belle image vis-à-vis de leurs clients, de leurs prospects. Ça reste quand même dans le cas de marchands. Et cette générosité se perd effectivement. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre en fait, malgré tout, des sociétés ancestrales. Et on n'a pas à jeter toutes les us et coutumes de nos ancêtres, mais il faut essayer de prendre justement ce qui marchait bien et se le réapproprier dans un contexte moderne. Il faut s'inspirer des sociétés matriarcales. On a parlé beaucoup de polygamie, des coutumes ancestrales, polygamie, mais finalement, les médias mettent en avant cette polygamie qui est donc aujourd'hui acceptée de fait, mais on ne parle pas de la polyandrie. C'est un sujet que j'évoque, qui n'a strictement rien à voir avec le débat aujourd'hui, mais pour vous dire effectivement que les médias, et je reviens au sujet, les médias nous reflètent les inégalités qu'on a de nos sociétés. Les médias nous reflètent en fait les stéréotypes de genre. Donc, pour reprendre les propos de la première panéliste, elle disait effectivement que lorsqu'une femme est polyactivité, c'est très mal perçu. C'est signe de dispersion, c'est signe de confusion, c'est signe de caïfou, qu'on se cherche. Par contre, effectivement, lorsque c'est l'homme, c'est très valorisant. Ça renvoie le côté masculin du mâle dominant, l'homme qui dirige, l'homme qui a multiples casquettes. Et je conclurai en disant que nous, en tant que femmes et hommes de cette société, nous avons ce devoir moral d'éduquer nos enfants, d'éduquer nos petits garçons, de façon à ce qu'ils puissent accepter de voir des femmes leaders plus tard, puisque le leadership, on ne l'est pas en étant leader. Ça s'apprend, ça se développe, ça se renforce. C'est à nous, parents, tantes, grand-mères, de pouvoir inculquer justement des modèles de réussite à nos enfants, petits garçons comme petites filles, en disant mais voilà, il y a telle femme qui a fait une expédition avec la NASA, tel homme aussi qui a contribué à l'expansion de notre communauté. C'est à nous également d'apprendre l'acceptation de la différence, c'est à nous d'apprendre l'excellence, de pas que nos enfants ne s'arrêtent pas à la moyenne mais qu'ils visent haut. Et c'est à nous de les
de leur donner les moyens de pouvoir effectivement viser haut. Et de ne pas leur dire, mais non, tu es issu de telle tribu, de telle ethnie, de tel village, de telle famille. Non, il faut te contenter de ce que ont fait déjà les autres. Non, c'est à nous, en fait, de propulser nos enfants grâce aux médias, hein, donc, parce que les médias véhiculent également des modèles d'excellence, donc la positivité, de dire, voilà ce qui se fait de tel pays, toi aussi tu peux le faire. Merci.